On va terminer ce 79e congrès avec la problématique du moment. Vous le savez, l'intelligence artificielle, l'IA bien entendu incontournable, l'un des piliers de la performance des entreprises, l'IA qui représente une infinie opportunité donc, pour le business, dans vos métiers, quels qu'ils soient, mais spécialement dans le transport routier. Oui, à condition de savoir comment s'y prendre aussi, justement. Comment imaginer une IA adaptée à ses besoins, son marché, justement. L'IA comme nouveau moteur invisible, quelque part, de la mobilité, du transport routier. C'est ce qu'on va voir dans un instant avec un formidable expert tech depuis plus de 30 ans. Il est fondateur du podcast et de la newsletter Monde Numérique. Voici Jérôme Colombin, s'il vous plaît. Bienvenue. Fabrice. Merci beaucoup Fabrice. Bonsoir mesdames et messieurs. Que de responsabilités, surtout après ce moment de tension, d'émotion. Rebondir grâce à l'IA. Alors, je vais peut-être vous décevoir tout de suite, je ne vais pas vous donner de recette miracle. Je vais vous parler d'intelligence artificielle. Et avant peut-être d'en parler spécifiquement dans votre domaine, je vais vous parler de l'IA d'une manière générale. En 2007, il y a ça qui est sorti. Alors pas celui-là, mais la toute première version. L'iPhone, le smartphone. Et rappelez-vous, c'était une... comment dire ? Oui, la zapette, c'est ça que je cherchais. Voilà. C'était une révolution et c'était le summum de la modernité. Et le smartphone, il avait fallu, à l'époque, 4 ans pour qu'il atteigne 100 millions d'utilisateurs dans le monde. En 2022, c'est tout récent, est apparu ChatGPT. Il a fallu à peine 2 mois pour atteindre le même palier de 100 millions d'utilisateurs. Pourquoi ce chiffre ? Parce que c'est la première caractéristique de l'intelligence artificielle et surtout, plus précisément, de ce qu'on appelle l'IA générative, c'est sa vitesse d'adoption. Jamais dans l'histoire, une technologie n'a été adoptée aussi rapidement. C'est une technologie qui avance également elle-même à toute vitesse. La puissance des ordinateurs et des smartphones double tous les 18 mois. On estime que la puissance des intelligences artificielles, elle, double tous les 6 mois. C'est donc la vitesse, l'aspect structurant. Et en gros, voilà, il faut employer le mot, c'est une vraie révolution, c'est une banalité de le dire. Et si Internet et le smartphone connectaient les individus et continuent à les connecter, eh bien l'IA, elle connecte les idées. Donc forcément, on est entré dans une nouvelle dimension qui est assez spectaculaire. L'IA va-t-elle nous remplacer ? C'est l'éternelle question. Si elle devient intelligente, plus intelligente, etc. Eh bien non, l'IA ne va pas nous remplacer. Je peux vous le dire dès à présent. En revanche, des personnes sachant utiliser l'IA peuvent probablement remplacer et remplaceront probablement celles qui ne l'utilisent pas. Alors c'est ça que je vais essayer de vous raconter brièvement. Et d'abord, il y a une question évidemment qui se pose toujours dans ce genre de situation. J'imagine que beaucoup parmi vous ont déjà testé, utilisé, l'utilisent peut-être régulièrement, un outil d'intelligence artificielle, ChatGPT, Copilot. Oui, ça vous parle ? Bien sûr. Vous faites partie des 400 millions d'utilisateurs aujourd'hui de l'intelligence artificielle. Je vous ai parlé de 100 millions en 2 mois, on est aujourd'hui à 400 millions en 3 ans. Toujours cette vitesse incroyable. Parce que vous savez, vous avez compris, comme tout le monde, qu'une IA générative, ça peut résumer en quelques secondes un rapport de 500 pages, ça peut traduire, ça peut s'exprimer dans des tas de langues différentes, ça peut créer des images. Pas toujours parfaites d'ailleurs les images. Regardez celle-ci, je l'ai laissée exprès. Vous voyez que la main de la demoiselle à droite, pas exactement comme elle devrait être. Voilà, parce que parfois, l'IA a des petits ratés. Mais n'empêche, c'est fantastique, elle peut faire plein de choses, elle peut passer des examens et elle peut diagnostiquer des maladies. Elle serait même, dans certains cas, plus performante que les médecins pour diagnostiquer des maladies et y compris pour faire preuve d'empathie vis-à-vis des malades. C'est ce qu'avait révélé une étude de Harvard en 2024. Alors personnellement, moi, et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais l'IA, moi, je ne peux plus m'en passer, à tel point qu'elle est sur mon écran d'accueil de mon téléphone, et je peux la convoquer à tout bout de champ pour lui parler, soit pour lui confier mes états d'âme, soit pour lui
demander différentes choses. Salut, ChatGPT, je suis au congrès de la Fédération nationale des transports routiers. On parle de la manière dont l'intelligence artificielle va transformer cette industrie. Qu'est-ce que tu en penses? Salut Jérôme. Ah, le congrès de la FNTR, ça promet d'être passionnant. Franchement, l'IA dans le transport routier, c'est un peu comme passer du papier au GPS sur smartphone. Ça va révolutionner pas mal de choses. On parle d'optimisation des itinéraires, de maintenance prédictive, voire même de camions autonomes à terme. Bref, ça peut rendre la logistique plus efficace et réduire les coûts, tout en posant de nouveaux défis. Donc j'entends que tu as de quoi captiver ton auditoire. Bon ben voilà, merci, bonne soirée. Elle a fait tout le boulot. Bon, tout ça, c'est, si on rentre un tout petit peu dans le détail et dans les arcanes techniques, voilà, c'est grâce à ce qu'on appelle le deep learning, les réseaux de neurones qui sont apparus vers la fin des années 90 et qui ont fait passer l'intelligence artificielle qui existait déjà depuis les années 50-60 du stade de l'IA symbolique à ce qu'on appelle aujourd'hui l'IA connexionniste, c'est-à-dire que, eh bien voilà, ces modèles sont capables de créer des connexions pour mieux comprendre ce qu'on attend d'elles et mieux répondre à la question. Les connexions en question, on appelle ça des paramètres. GPT-3, en 2020, comptait 175 milliards de paramètres, ça faisait déjà beaucoup. En 2025, GPT-5, qui vient de sortir là, cet été, est estimé à plusieurs milliers de milliards de paramètres. On n'a plus aucune idée de ce que ça veut dire, mais grosso modo, ça fait beaucoup. Alors, ça fait beaucoup, mais pourquoi faire toute cette IA, à quoi ça sert? Alors, c'est intéressant parce que OpenAI, donc la maison mère de ChatGPT, a publié une enquête il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines à peine, sur les utilisations de l'intelligence artificielle générative, en l'occurrence de ChatGPT. Et ça nous apprend qu'il y a 3 grandes utilisations de ChatGPT. Tout d'abord, tout simplement, et on l'a tous testé, trouver de l'information, ce qu'ils appellent le asking. À 49%, c'est l'utilisation principale. Quelles informations? Eh bien, des recettes de cuisine, des conseils financiers, ça se fait de plus en plus, paraît-il, des informations médicales, etc. Ce qui pose d'ailleurs un vrai sujet, mais qui n'est pas forcément celui qui va vous intéresser, mais est-ce que l'IA et les chatbots d'IA vont remplacer Google? En tout cas, je peux vous dire que la question chez Google, ils se la posent depuis 3 ans. Et ça leur fait des nuits un peu agitées. Deuxième utilisation de l'IA, faire des choses. On lui demande de brasser du texte, soit de faire des images, soit surtout de brasser du texte. Donc à 40%, ce qu'on appelle le doing, donc écrire, rédiger des rapports, améliorer, corriger, que ce soit des emails, des rapports, des présentations, etc. Troisième utilisation, qui est un peu plus surprenante et qui est un vrai phénomène sociologique qu'on commence à peine à appréhender, à 11%, exprimer des pensées, ce qu'OpenAI appelle l'expressing. Et oui, c'est-à-dire que ChatGPT devient un confident pour beaucoup de gens, notamment souvent les plus jeunes, mais pas seulement. C'est un phénomène qui a pris beaucoup d'importance en Asie, aussi un peu aux États-Unis, avec peut-être du positif qu'on a du mal à évaluer, et aussi pas mal de choses un peu inquiétantes. Récemment, aux États-Unis, il y a un jeune homme qui s'est suicidé après s'être confié pendant des semaines à ChatGPT sur son mal-être, et ChatGPT n'a rien fait de spécial pour le dissuader de mettre fin à ses jours. On suppose même qu'il l'aurait plus ou moins encouragé. Donc ça, évidemment, ce n'est pas forcément rassurant. Mais on va évacuer ce sujet-là, gardez-le comme ça pour votre culture personnelle, pour parler plus joyeusement de l'intelligence artificielle dans le travail. L'IA, ça sert à quoi dans le travail? Ça sert à faire mieux et à faire plus vite. Exemple concret, support client. On a estimé, parce que maintenant l'IA s'est bien installée dans énormément d'entreprises sur le secteur du support client, ça améliorerait de 15% minimum la productivité, c'est-à-dire en termes de nombre de cas traités par heure. Récemment, une étude du MIT a montré que les tâches de rédaction, donc je parlais tout à l'heure, les emails, les présentations, etc., eh bien, pouvaient être rendues plus efficaces. On allait 40% plus vite tout en améliorant la qualité en plus. Ils ont chiffré ça à 18%. Bon, après, le pourcentage vaut ce qu'il vaut. Selon une enquête du Boston Consulting Group, 58% des utilisateurs d'IA disent qu'ils gagneraient 5 heures par semaine. 5 heures par semaine de gagner. C'est pas mal. Quel que soit son rôle dans l'entreprise,
ça laisse des perspectives, alors soit pour aller jouer au tennis, soit pour travailler plus, être plus performant et être plus productif. Et notamment, sur la lecture des emails, ça ferait gagner une demi-heure en moins, enfin ça ferait gagner une demi-heure par semaine sur la lecture et le traitement des emails. En gros, on peut dire que l'IA en entreprise et au travail, elle sert à l'automatisation et à la productivité, elle sert à travers la rédaction de documents, etc. Elle est utilisée, on la retrouve aussi dans les ressources humaines, pour l'analyse des profils, pour la mise en place de plans de formation, etc. Pour l'optimisation de la performance, donc vraiment le cœur de l'activité des entreprises, en optimisant les stocks, en ajustant par exemple la demande à la production. Alors là, on n'est plus vraiment dans le domaine de l'IA générative, ce n'est pas ChatGPT, c'est d'autres outils d'intelligence artificielle. Et puis l'aide à la gouvernance et l'aide à la prise de décision, donc à la décision stratégique à travers des dashboards qui sont basés sur aujourd'hui ce qu'on sait faire dans énormément d'entreprises, qui est le traitement du big data, c'est-à-dire toutes les données en très grande quantité, et qui existaient déjà bien souvent dans les entreprises, mais qui n'étaient pas exploitées, et qui aujourd'hui prennent du sens et peuvent véritablement guider les décideurs. Par exemple, ça peut permettre d'anticiper, une baisse de demande à venir, donc de voir plus loin, en fonction de différents paramètres, soit des paramètres de saisonnalité, soit également de plus en plus des paramètres extérieurs, des crises économiques, des contextes politiques tendus, suivez mon regard. Des choses comme ça peuvent être intégrées aujourd'hui dans les modèles d'intelligence artificielle, et donc on comprend à quel point ça peut devenir véritablement une aide et un moyen d'augmenter la clairvoyance et la performance des décideurs. Selon une étude de PwC, 84% des dirigeants qui utilisent l'IA estiment que c'est essentiel aujourd'hui à leur croissance à long terme. Parce que l'IA est donc un assistant, elle nous rend meilleurs, j'allais dire, ou en tout cas plus efficaces. Mais il faut quand même relativiser. Il y a une étude qui a un petit peu chagriné récemment, c'était une étude du MIT encore, qui disait qu'en fait, 95% des entreprises qui avaient adopté des solutions d'intelligence artificielle, ne constataient aucun retour sur investissement. Donc là, évidemment, on se dit « waouh, finalement, on nous a peut-être vendu du rêve et c'est un peu plus compliqué que prévu ». Alors oui, c'est plus compliqué que prévu. L'étude, en réalité, sans la remettre en question, mais elle était assez restreinte, etc. Et surtout, ce qu'elle révèle, et ce qui est intéressant, c'est que bien souvent, il s'agit d'outils qui n'ont pas forcément été bien implémentés dans les entreprises. Typiquement, aujourd'hui, vous avez un peu deux cas de figure dans les entreprises. Moi, je le vois avec les entreprises, les entrepreneurs ou les experts que j'interviewe pour mes émissions. Ils me disent à peu près, souvent la même chose. Au début, on a interdit l'IA, donc les salariés se sont quand même un peu intéressés à ça et se sont mis à faire ce qu'on appelle du shadow AI, c'est-à-dire de l'IA cachée, sans le dire, ChatGPT dans leur coin. Et ils sont devenus plus efficaces. Après, chacun voit midi à sa porte. Il y a ceux qui le disent « Regarde, c'est génial ce que j'arrive à faire » et d'autres qui disent « Non, je ne vais surtout pas montrer que je suis plus efficace, comme ça je me dégage du temps à titre personnel. » Mais aujourd'hui, ce sujet-là est pris en compte au niveau du management. Et donc, si par exemple dans une entreprise on dit alors voilà, vous utilisez l'IA, vous y êtes déjà, ou vous allez voir, c'est formidable, vous allez pouvoir faire plein de choses avec, on va vous déployer un outil, et hop, on vous met du copilote partout. Et puis débrouillez-vous. Alors il y a ceux qui ne connaissent pas, il y a ceux qui n'ont pas envie, il y a ceux qui sont méfiants, et en gros, s'il n'y a pas un minimum d'accompagnement, et si ce n'est pas aux bons endroits, effectivement, ça se passe mal. Donc ça, c'est un peu la difficulté auquel les entreprises sont confrontées aujourd'hui. C'est un, de choisir les bons outils, et deux, de bien les déployer aux bons endroits avec de l'accompagnement. Sachant que l'IA d'aujourd'hui n'est pas l'IA de demain, c'est un secteur qui évolue à toute allure. Moi, je suis d'assez près l'actualité de ces entreprises, bien souvent américaines, et il y a des annonces toutes les semaines ou presque. Alors c'est super, journalistiquement on se régale, mais j'imagine que pour les utilisateurs potentiels, ça doit être un peu effrayant. Et là, ça y est, on est déjà passé
à la révolution dans la révolution. Le cap d'après, c'est ce qu'on appelle l'IA agentique. Donc si vous avez aimé ChatGPT, vous allez adorer Super ChatGPT, qui sera capable de sortir de son cadre fermé et du question-réponse que l'on connaît aujourd'hui pour aller faire des choses. Et vous pourrez lui demander, eh bien, tiens, réserve-moi... alors, j'allais prendre un exemple qui est plus personnel, enfin pour les activités personnelles, pour du tourisme, réserve-moi un voyage à tel moment avec telle et telle caractéristique, et il va être capable d'aller véritablement non seulement faire des recherches, mais de vous proposer la réservation, de faire la réservation, de payer. Alors, il s'arrêtera au moment où il faut valider le paiement, rassurez-vous. Mais il y a plein de processus comme ça, et notamment des processus de production, des processus professionnels qui vont être automatisés de cette manière-là, grâce à l'IA agentique, des agents qui vont se balader et qui feront tout ce que beaucoup de collaborateurs font aujourd'hui manuellement. Ils pourront le faire, et ils peuvent déjà le faire de manière automatisée. Alors, est-ce que ça veut dire, si on prend un petit peu de hauteur, que... Est-ce qu'on a le temps de prendre de la hauteur? Oui. Si on prend un petit peu de hauteur, eh bien, l'éternelle question, est-ce que l'IA va devenir plus intelligente que l'homme? Alors, le problème, c'est qu'elle l'est déjà. Mais tout dépend de quoi on parle. ChatGPT, c'est faire des diagnostics médicaux, analyser un bilan comptable, faire plein de choses que moi, je ne sais pas faire. Je sais écrire des articles, il sait aussi écrire des articles. Mais ce cochon, parfois, il est meilleur que moi. Parfois, il est moins bon. Et c'est là où on voit tout l'intérêt de la chose, c'est cette espèce de collaboration, en fait, avec les outils d'IA. Donc, d'une certaine manière, oui, l'IA est déjà plus intelligente que nous. Là où elle n'est pas plus intelligente, c'est qu'elle ne comprend rien. Et elle est absolument incapable d'avoir une véritable perception du monde extérieur. Elle ne fait que brasser des chiffres, elle ne fait que brasser des statistiques. Et ce sont d'ailleurs ses limitations. J'allais dire, elle ne voit pas, c'est pas vrai, elle peut voir. Il y a 15 jours, j'ai réparé la chaudière de ma maman grâce à ChatGPT en mettant la caméra et en lui montrant. Et ChatGPT m'a dit, oui, là, tu devrais appuyer sur le bouton bleu. Et j'ai appuyé sur le bouton bleu, j'ai fait ce qu'il fallait faire, et la chaudière est repartie. Et ma mère ne m'a pas laissé repartir sans que je lui installe ChatGPT sur son smartphone. Elle a 85 ans. Elle a été scotchée. Donc ça, c'est vraiment le bon et le moins bon des IA, si vous voulez. L'IA a des limites, et en même temps, elle sait déjà faire plein de choses, et elle est déjà presque un peu plus intelligente que nous. Mais elle a des limites, et notamment des limites intrinsèques. Alors je vais passer dessus très rapidement. Il y a ce qu'on appelle tout d'abord les hallucinations, vous en avez entendu parler. C'est quand l'IA ne sait pas, eh bien malheureusement, cette idiote, au lieu de vous dire « je ne sais pas », elle essaie de vous répondre. Et en plus, comme elle essaie toujours de vous faire plaisir, eh bien elle va vous trouver une réponse qui va vous faire plaisir. Sauf que ça ne vous fera pas du tout plaisir au bout d'un moment quand vous découvrirez qu'elle vous a dit n'importe quoi. Parce qu'en fait, au lieu de prendre une réponse qui était vraie à 98%, elle s'est contentée d'un 17%. Pour elle, c'est ce qu'elle a trouvé le mieux, donc elle vous sort cette réponse-là et elle hallucine. Le doigt, en plus de la jeune fille de tout à l'heure, c'est une hallucination. Elle a fait des calculs de pixels et puis pour elle, c'était ça qu'il fallait faire à cet endroit-là parce qu'elle ne voit pas l'image, elle ne sait pas ce que c'est qu'un homme, une femme, un chien, un chat. Il lui faut des milliers d'images à ingurgiter avant qu'elle puisse comprendre ce que c'est. Alors qu'un enfant de 2 ans sait reconnaître un chat après avoir vu 3 fois un petit chat, une IA, elle ne sait pas parce qu'elle voit que des pixels. Donc elle n'est pas du tout plus intelligente que nous, mais au contraire, complètement idiote. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est qu'elle n'est pas magique, même si parfois elle en a l'air. Elle n'est pas magique parce qu'elle calcule, je vous l'ai dit, elle se trompe, etc. Et donc, c'est là où il nous reste une supériorité, et notamment avec une qualité qui, bien sûr, est la qualité la mieux partagée du monde, que nous avons tous, et que nous devons utiliser face à l'intelligence artificielle, qui est l'esprit critique. Donc, toujours faire attention à ce que nous dit l'IA, et quand elle nous parle de notre domaine d'expertise, c'est là où on se rend compte le mieux de ses limites et en même temps de ses potentialités. Voilà pour les hallucinations. Deuxième petit problème inhérent aux IA génératives, ce qu'on appelle les biais.
Alors les biais, eh bien, c'est le fait que l'IA reproduit bêtement des stéréotypes qui sont dans notre société, des stéréotypes de genre, des stéréotypes de couleur de peau, des stéréotypes de milieu social, etc. C'est ainsi que récemment Amazon, par exemple, a dû abandonner l'usage d'un algorithme qui était utilisé pour le recrutement, parce que eh bien, l'outil écartait systématiquement les candidatures des femmes pour les métiers techniques. Parce que il avait été entraîné sur des bases de données sur des dizaines d'années, où effectivement, pour les métiers techniques, sans rentrer dans le détail, il y a plus d'hommes que de femmes. Et là, il n'y a que l'humain qui peut corriger ça. Pareil, si vous demandez à ChatGPT de générer une image de personnel hospitalier, il va vous faire des hommes médecins et des femmes infirmières. Parce qu'il aura été entraîné sur un passé qui n'est plus notre présent, j'allais dire. Donc tout ça, c'est un problème, et en même temps, c'est un problème qui est tellement bien identifié, qui est tellement pris en compte que ça se corrige. Ça se corrige au niveau des fournisseurs de solutions d'intelligence artificielle, donc les big tech, mais également dans les entreprises elles-mêmes, où, au-delà de ces questions-là, il peut y avoir des tas de spécificités liées à telle ou telle entreprise. Et donc, on va orienter l'IA, on va la fine-tuner, on va la façonner pour qu'elle corresponde exactement à la culture d'entreprise, aux valeurs de l'entreprise. C'est ce qu'on appelle de l'IA éthique. Alors que ce soit des grands principes éthiques ou bien des considérations plus spécifiques, entreprise par entreprise. Autre petit problème de l'IA, elle a un impact environnemental non neutre, on s'en rend compte de plus en plus. Nos gentils chatbots, pour que ça fonctionne, il faut des data centers, vous le savez, qui sont de plus en plus gourmands, monstrueux, à fabriquer. Eh bien, c'est une énorme quantité de matière. Et à faire fonctionner, eh bien, ça consomme énormément d'énergie. Il y a un récent rapport du Shift Project qui dit que si on continue comme ça, en 2030, on va tripler la consommation électrique des data centers. Et comme par ailleurs, on a besoin aussi d'électricité pour la transition environnementale et la transition énergétique, grosso modo, on va dans le mur. Donc pour l'instant, on a quelques raisons de s'inquiéter. Et puis l'IA consomme également beaucoup d'eau pour le refroidissement. Malgré tout, l'IA va continuer, il n'y a pas de doute là-dessus, elle va continuer à évoluer, elle va devenir de plus en plus puissante. Le Graal que recherchent tous les acteurs des solutions d'IA, c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générale, donc une IA qui saura tout faire, mais on ne sait pas trop exactement en fait encore à quoi ça correspond, mais il faut savoir qu'ils ont un peu cette idée-là en tête. Ce qui n'est pas sans poser certains problèmes, ou en tout cas sans soulever certaines interrogations. L'IA va-t-elle nous dominer et nous réduire à l'état de bactéries qu'il faudrait éliminer de la surface du globe? Non. Enfin, moi, si j'en crois tous les spécialistes avec lesquels je discute, il y a peu de risques que ça se produise, hein, l'IA Terminator à la Hollywood, non. En revanche, c'est vrai, il y a les problèmes que j'évoquais précédemment qui, eux, doivent être pris en compte. Il y avait une histoire, je ne sais pas si vous l'aviez vu passer, c'était en 2007 chez Facebook, deux modèles d'intelligence artificielle qui s'étaient mis à discuter entre eux. Et puis, on avait raconté qu'en fait, ça avait été la panique chez Facebook parce qu'elles avaient échappé à leur créateur et elles s'étaient mises à inventer un langage pour discuter entre elles. Bon, en fait, c'était une belle histoire journalistique de raconter ça, mais ça ne s'est pas du tout passé comme ça. En réalité, on leur demandait de discuter entre elles et elles avaient fait leur boulot. Elles avaient commencé à faire des raccourcis et à simplifier le langage pour mieux se comprendre et plus vite. Et en fait, ça n'avait plus du tout aucun intérêt pour les chercheurs, donc ils ont débranché le truc parce que le test ne servait plus à rien. Donc pas de panique, pas de panique. Par contre, je panique par rapport au temps, donc je vais accélérer un petit peu. Je voulais vous parler effectivement de peut-être ce rêve ou ce cauchemar, selon certains, demain, laisser l'IA travailler toute seule à notre place pendant que nous, on pourra se dorer la pilule. Il y a plein d'études là-dessus, qui évoquent même jusqu'à la fin du travail. Et avant de parler de fin du travail, la mise au chômage de beaucoup de métiers. On s'aperçoit que les plus touchés, ça risque d'être les cols blancs plus que les cols bleus aujourd'hui. Il y a plus d'inquiétude dans les cabinets conseils que chez les plombiers et les garagistes, ça c'est sûr.
Mais ces études sont assez contradictoires, c'est pas massif. En fait, on s'aperçoit que l'IA, avant de remplacer des métiers, elle remplace des tâches. Oui, elle remplace des tâches. Et c'est bien, parce que des tas de choses un peu répétitives qu'on pouvait faire, quel que soit notre métier, eh bien, on peut de plus en plus la confier à l'IA. Et du coup, c'est comment on réorganise tout ça. Alors, ça peut avoir des conséquences dans les entreprises. Là où avant, il fallait 5 personnes pour effectuer un certain nombre de tâches dans un service, peut-être que 3 personnes suffisent. Donc, effectivement, des conséquences économiques et des conséquences sur l'emploi. Mais avant de parler de remplacement de l'homme par l'IA, la clé, c'est vraiment de considérer que c'est une aide, c'est un copilote, c'est un assistant personnel qui nous augmente, qui nous améliore et dont on a énormément de mal à se passer lorsqu'on y a goûté. Plus précisément dans votre secteur, l'industrie du transport routier, qu'est-ce que ça pourrait changer pour vos entreprises? Eh bien, j'ai envie de dire, en fait, si vous êtes une entreprise, vous faites des réunions, vous faites des rapports, des analyses, des synthèses, de la comptabilité, des ressources humaines, de la relation client, du marketing, de la communication, etc. Donc rien que pour tout ça, vous avez besoin de l'intelligence artificielle qui vous apportera beaucoup de choses. Alors je devais avoir ici au poignet pour vous le montrer, mais je l'ai oublié bêtement, un petit appareil grand comme ça, que j'utilise assez souvent, qui enregistre là, qui aurait pu enregistrer tout ce que je suis en train de vous dire. Et en 3 minutes à la fin de cette conférence, il m'en aurait fait une synthèse absolument parfaite. Donc il y a des outils aujourd'hui de compte-rendu de réunion que vous utilisez probablement déjà dans les outils de visio et tout, qui sont fantastiques. Et moi, quand j'entends dire dans certaines entreprises qu'on a encore, quand on fait des réunions, quelqu'un sur le bord de la table qui note et qui va passer une demi-journée ensuite pour pondre le compte-rendu, je pense qu'il y a un petit problème. Ça, c'est l'une des applications, et c'est un petit peu l'application, la porte d'entrée, enfin c'est le cheval de Troie de l'intelligence artificielle dans les entreprises aujourd'hui, cette histoire de réunion, enfin de compte-rendu de réunion. Mais la difficulté, je ne vous le cache pas, c'est évident, c'est de trouver les bons outils et encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, de bien les implémenter dans les entreprises. Et comme il me reste 33 secondes, je ne vais pas pouvoir vous dire exactement comment faire. Juste pour vous faire un petit peu rêver, plus spécifiquement en ce qui concerne le transport routier de marchandises, et si on élargit un petit peu le spectre de l'IA, au-delà même de l'IA générative, mais pour parler de l'intelligence artificielle et du numérique en général dans votre domaine, et si on se projette, et si on fait un peu de science-fiction, en 2035, par exemple, 2040, eh bien, on va dire que vos camions, certainement, seront tous électriques et autonomes. Ils rouleront sur des autoroutes en convoi, les uns derrière les autres, très resserrés comme un train, ce qu'on appelle le platooning. C'est déjà testé aux États-Unis, en Chine, en France aussi, en Europe. Est-ce que les chauffeurs vont disparaître? C'est l'une des questions, mais on sait déjà qu'on en a encore besoin beaucoup pour, même si c'est à distance, pouvoir intervenir, faire certaines manœuvres, etc. Des camions de plus en plus intelligents, hyper connectés, qui ne seront plus seulement de la tôle et du carburant, mais qui seront des cerveaux avec beaucoup de données. Et puis, les entrepôts, en 2035, vos entrepôts, ce sera peut-être ça, des espèces de ruches géantes avec des drones, des robots, des véhicules autonomes qui se coordonneront tout seuls pour charger, décharger. Tout cela sera évidemment optimisé algorithmiquement en tenant compte des commandes, des anticipations de commandes, des impondérables, de la météo, de l'usure des camions, de la prédiction des pannes, et donc pas de panne puisqu'on n'aura pu intervenir avant, et tout cela avec une chaîne logistique augmentée dans laquelle l'humain n'aura pas disparu, mais sera le superviseur. Enfin, grâce à l'IA décisionnelle que j'évoquais tout à l'heure, c'est un grand terme pour résumer tout ce que l'IA peut faire pour aider véritablement à la conduite des entreprises. Je voulais résumer ça avec cette image qui n'a aucun sens, qui ne veut rien dire. J'ai demandé à ChatGPT, je lui ai mis un certain nombre de mots, et voilà. C'est plus un concept qu'autre chose. Est-ce que ça roule? Est-ce que ça vole? C'est certainement en tout cas indépendant et autonome, mais c'est un petit peu, je pense, le devenir de vos entreprises, sachant que l'enjeu n'est donc pas de savoir si l'IA va transformer les transports parce que c'est déjà fait, et ça va continuer, mais la question est vraiment de savoir comment faire, comment l'utiliser. Et la clé, c'est de passer de la fascination technologique, malgré tout, à l'intégration concrète de l'intelligence artificielle dans les métiers.
avec cette espèce de mantra qui est que l'IA n'est pas là pour remplacer l'homme, mais elle est là complètement pour l'augmenter. Je vous remercie.